Bonjour à tous, bienvenue dans le 7-9, votre matinale Tout Info. Merci d'être avec nous. Place au journal. Voici les titres. 50 ans après l'indépendance de l'Algérie, les Algériens s'apprêtent aujourd'hui à rendre un dernier hommage à ce héros de la lutte anticoloniale, Ahmed Ben Bella. Les obsèques vont avoir lieu aujourd'hui. Le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances à la fille d'Ahmed Ben Bella, mais aussi au président Abdelaziz Bouteflika. À la une également, comme prévu, au Mali, Diokounda Traoré a donc été investi président de transition. À peine installé dans ses nouvelles fonctions, Traoré frappe fort. Il menace d'une guerre totale et implacable les rebelles Touaregs et les groupes armés qui ont pris le nord du Mali. Et puis en Syrie, très fragile retour au calme depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu hier, avec des incidents qui ont provoqué la mort d'au moins 8 civils hier soir. L'armée syrienne reste très massivement déployée dans les villes rebelles. Et puis l'ONU pourrait décider d'envoyer aujourd'hui des observateurs internationaux. Et pour commencer ce journal, le souverain a reçu hier au Palais Royal de Casablanca le président du gouvernement autonome des îles Canaries qui est en visite officielle au Maroc. Paulino Riviero Baute s'est également entretenu avec le chef du gouvernement, Abdelila Ben Kiren. Au cœur des discussions, le développement de la coopération bilatérale, notamment dans les secteurs du tourisme, des énergies propres et du dessalement de l'eau de mer. D'ailleurs, une commission mixte de coopération bilatérale sera créée à cet effet. Et puis également, sachez qu'entre 2012 et 2013, ce sont même 20 projets qui seront lancés dans ces domaines dans les provinces du Sud pour un investissement total de 14 millions d'euros. Et le Conseil du gouvernement s'est réuni hier sous la présidence de Abdelila Ben Kiren. Au cœur de ce conseil, le programme d'action du ministère de l'Habitat pour la période 2012-2016. Un programme qui a pour ambition de réduire de 50% le déficit en logement dans notre pays, mais aussi d'accélérer la cadence de production pour atteindre les 170 000 logements par an. Le ministre de l'Habitat, Nabil Ben Abdallah, qui était également invité dans l'émission Msal Khair du mercredi soir, en a profité pour rappeler qu'il fallait adopter une politique d'aménagement territorial. Dans le reste de l'actualité, on parle de cette conférence internationale sur l'arbitrage qui s'est déroulée à Casablanca. Une rencontre à l'initiative du Moroccan Financial Board et du ministère de la Justice. Y ont pris part des médiateurs et des avocats également de renommée internationale. Alors, premier enseignement à l'issue de cette conférence hier, le Maroc a tous les atouts pour devenir un vrai pôle régional d'arbitrage et de règlement des litiges en entreprise. Les explications dans ce reportage de Shafiq Faiz, le récit est de Soukaina Aziz. Le Maroc, un pôle régional d'arbitrage dans les affaires financières et pour les entreprises. Voilà l'objectif de cette rencontre d'experts qui s'est déroulée hier à Casablanca. Le Royaume dispose d'un cadre juridique moderne et conforme aux normes internationales. Un centre d'arbitrage financier au Maroc permettra de régler les litiges de toute la zone de l'Afrique du Nord, et cela sans passer par les centres de Singapour et de Dubaï. L'arbitrage est essentiel pour régler les litiges, notamment en tout ce qui concerne les investissements, le commerce international et le commerce en général. L'objectif est de fournir une plateforme fondamentale en matière de logistique et de ressources humaines pour la création d'un centre de rayonnement international. Lors de cette rencontre, les différents experts ont insisté sur la formation des arbitres aux standards internationaux, des exigences qui permettront de répondre aux problématiques actuelles des marchés financiers. Ce rendez-vous mondial a vocation à améliorer les rapports entre la justice et l'arbitrage commercial pour rendre le système judiciaire plus efficace et pour attirer les investisseurs. Cette conférence sur l'arbitrage est un des éléments fondateurs qui vont nous permettre d'améliorer l'environnement des affaires et faire en sorte que notre place financière attire des institutions internationales qui pourront opérer à Casablanca comme elles peuvent opérer dans les grandes places internationales que sont Londres, Singapour, Hong Kong.
Le ministère de la Justice et le Moroccan Financial Board ont signé une convention de partenariat. Celle-ci permettra la promotion et le développement des institutions de médiation et d'arbitrage de litiges dans les métiers des finances et des affaires. Ce partenariat va non seulement développer le recours aux méthodes alternatives de règlement des litiges, mais aussi booster le climat des affaires au Maroc. Et notre question du jour ce matin, elle se rapporte à ce point de l'actualité. La ville de Casablanca, à votre avis, a-t-elle les moyens de devenir une place financière de référence dans la région? Oui ou non? Pour nous répondre, il vous suffit d'un simple clic sur le www.medientv.com. Et hier, la question concernait la loi de finances. Son adoption aura-t-elle l'impact social annoncé selon vous? Voici vos réponses. Oui à 66% et non à 34%. Dans le reste de l'actualité au Maroc, ce sont près de 2,5 milliards de dirhams qui ont été consacrés à la nouvelle stratégie logistique. L'annonce a été faite par Aziz Rbah, le ministre de l'Équipement et des Transports. Un budget conséquent qui montre, d'après le ministre, le potentiel énorme pour améliorer la chaîne logistique marocaine avec un objectif, je cite, qu'elle se situe dans les rangs des pays qui ont réussi leur mutation logistique. Autre objectif de la nouvelle stratégie, réduire le coût logistique à 15% du PIB. Et puis on parle d'un autre événement également ce matin autour de la logistique. Toujours, c'est le salon Logismed qui se tient à Casablanca et qui veut faire de notre pays une référence en la matière dans la région Méditerranée et Afrique. À ce propos, on écoute André Benayoun à la tête de DHL Logistique Maroc. C'est très important pour nous d'être présents sur ce salon pendant cet événement donc majeur au Maroc. Tout simplement parce que, en tant que prestataire mondial de la logistique, nous voulons montrer au Maroc que ce marché a une grande importance pour nous, que ce marché a un grand potentiel pour nous, qu'il existe parmi les industriels marocains un vrai potentiel d'externalisation de la logistique. Et donc, de ce fait, nous sommes venus montrer notre présence, expliquer notre expertise aux prospects, aux gens qui passent, et nous sommes au Maroc pour participer à la croissance de ce marché que nous voyons vraiment de manière très positive sur ces prochaines années. Et puis on revient sur la disparition qui a ému en France, en Algérie, au Maroc, notamment celle de Ahmed Ben Bella. Le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la fille de l'ancien président algérien, Mehdia Ben Bella. Message de condoléances également de la part du souverain Abdelaziz Bouteflika. Et 50 ans après l'indépendance de l'Algérie, les Algériens s'apprêtent donc aujourd'hui à rendre hommage à ce héros de la lutte anticoloniale. Évidemment, beaucoup d'émotions chez nos voisins algériens, mais aussi au sein de la communauté internationale. Les obsèques vont avoir lieu aujourd'hui, l'occasion d'un dernier adieu, un monument de l'histoire. Amina Ben Khalaq. C'est un pays en deuil. Les Algériens continuent à rendre hommage à un symbole de la nation. Ils ont afflué vers le palais du peuple où la dépouille d'Ahmed Ben Bella a été transférée hier. Devant l'édifice ottoman, de longues files d'attente se sont formées. Impatients de se recueillir devant le cercueil du défunt, beaucoup de visiteurs ont du mal à retenir leurs larmes. Je suis vraiment triste parce que je suis vraiment touchée. Il nous a quittés spontanément comme ça. C'est un bon président. C'est une très grande perte pour cet homme qui a trop donné pour ce pays. Il s'est sacrifié à l'extrême. Et aujourd'hui, on lui rend le plus grand hommage qu'il mérite. Ici, le cercueil de Ben Bella, mort mercredi à l'âge de 95 ans. Un cercueil drapé de l'emblème national, car le premier président de l'Algérie indépendante élu en 1963 est devenu l'idole de toute une génération, le symbole d'une lutte anticolonialiste acharnée. Il aura passé 24 ans dans les prisons françaises et algériennes. Il est aussi l'une des têtes pensantes du célèbre FLN, Front de Libération Nationale, qu'il a fondé avec une vingtaine de leaders historiques depuis l'Égypte.
La mort de ce personnage mythique suscite aussi beaucoup d'émotions dans les pays voisins, au premier rang desquels le Maroc. Le chef du gouvernement Abdelilah Benkiran assistera aux obsèques officielles de l'ancien président en compagnie d'une délégation d'hommes politiques marocains. Sera présent aussi le président tunisien Monsef Marzouki. Ces obsèques sont prévues pour aujourd'hui après la prière du vendredi. Ahmed Ben Bella sera enterré au carré des Martyrs au cimetière El Alia à Alger. Dans le reste de l'actualité à l'étranger, comme prévu au Mali, Diokounda Traoré a donc été investi président de transition. Une investiture qui a eu lieu hier. À peine installé dans ses nouvelles fonctions, Traoré a frappé fort. Il a menacé d'une guerre totale et implacable les rebelles Touaregs et les groupes armés qui ont pris le nord du Mali, et ce s'ils refusent de rentrer dans les rangs, selon ses propos. Je rappelle que la semaine dernière, le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, a proclamé l'indépendance du Nord Mali. Le pays est aujourd'hui divisé en deux. Je vous propose d'écouter tout de suite le nouveau président malien. C'était hier donc lors de son investiture. Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine. Le président malien Diokounda Traoré. On reste en Afrique. Après le Mali, c'est peut-être au tour de la Guinée-Bissau d'être victime d'un coup d'État. Le bâtiment de la radio publique a été pris d'assaut par des militaires hier. Ces mêmes militaires qui ont aussi tenté de prendre la résidence du Premier ministre. Pour l'heure, c'est encore la confusion à quelques jours de l'élection présidentielle. Le second tour de l'élection était prévu pour le 29 avril prochain. Le 18 mars dernier, au premier tour, Carlos Gomes Jr., le Premier ministre, était arrivé en tête avec 49% des voix. Son principal opposant, l'ancien président Koumbayala, avait dénoncé des fraudes massives et il avait également appelé au boycott. En Syrie, très fragile, retour au calme depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu hier. 8 personnes, dont 7 civils, ont été tuées. La communauté internationale demeure donc très vigilante, même si la secrétaire d'État américaine parle de pas importants et que Ban Ki-moon évoque une situation plus calme. L'armée syrienne reste donc très massivement déployée dans les villes rebelles. En tout cas, la fin des violences n'est que le premier point. Reste encore à Bachar el-Assad à s'engager sur les autres points du plan de Kofi Annan, à savoir notamment le retour des militaires dans les casernes, l'acheminement de l'aide humanitaire avec la mise en place de corridors humanitaires et puis surtout la fin des détentions arbitraires en Syrie. Et on passe à l'actualité en Égypte. À quelques semaines de l'élection présidentielle, le Parlement interdit maintenant les symboles de l'ancien régime de Moubarak de se présenter aux élections. La loi doit encore être promulguée par le Conseil suprême des forces armées, mais si elle entre en vigueur, plusieurs candidats pourraient être exclus de ce scrutin, notamment Omar Suleiman, l'ex-chef des renseignements, ou encore l'ancien Premier ministre Ahmed Shafik. Et toujours dans l'actualité à l'étranger, la Corée du Nord qui finalement annonce l'échec de la mise en orbite de son satellite. L'engin qui était dans la ligne de mire de toute la région n'aura finalement parcouru que quelques kilomètres cette nuit avant de se désintégrer en plein vol. Et ce qui est sûr, c'est que Pyongyang n'a pas hésité à lancer sa fusée, et ce malgré les nombreux avertissements japonais, sud-coréens ou américains. Du coup, la Corée du Nord s'expose à de nouvelles sanctions de la part du G8. Le Conseil de sécurité de l'ONU a d'ailleurs été convoqué en urgence.
Et pour terminer ce journal, le traditionnel point sur la campagne électorale en France à J-9. Hier, c'était au tour des 5 autres candidats de passer leur grand oral. Nicolas Sarkozy, Jacques Cheminade, Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud et François Bayrou, par ordre tiré au sort. Ils se sont confrontés les uns après les autres aux 4 mêmes journalistes qu'avant-hier, durant une vingtaine de minutes chacun et toujours sans aucun débat. Je ne veux pas que la France devienne l'Espagne. C'est qu'on ne dépensera pas plus l'année prochaine et l'année après qu'on a dépensé cette année. L'armée américaine est maintenant... Et voilà pour l'actualité de ce vendredi matin. On voyage également aussi ce matin. On prend la destination de la Belgique. À Bruxelles, on retrouve Tarek Lahbi, notre correspondant en direct. Bonjour Tarek. Bonjour Naïma. Alors pour commencer, on va parler de la violence à Bruxelles, dans les transports en commun, avec même une agression mortelle qui a eu lieu samedi dernier. La victime, c'était un agent de la société belge de transport, ce qui a aussi donné lieu d'ailleurs à une grève monstre dans Bruxelles. Tout à fait, cela s'est passé samedi dernier lorsqu'un inspecteur de la société bruxelloise de transport en commun a dû intervenir à la suite d'un accident entre un autobus et une voiture et il a reçu un coup mortel de la part de l'automobiliste qui a été aussitôt arrêté. Un événement tragique qui a provoqué dans la foulée la paralysie de l'ensemble du réseau dans la capitale belge en signe de protestation. Pas de bus, pas de tram, pas de métro. Une grève spontanée qui a duré 5 jours avec une reprise partielle hier et un retour à la normale prévu dès aujourd'hui. Les travailleurs du secteur qui ont tenu à marquer leur soutien mais aussi leur colère après cette agression mortelle. Les syndicalistes ont demandé aussi plus de sécurité. Leurs négociations avec la ministre de l'Intérieur ont abouti à la création de 400 postes à temps plein. Reste à savoir si cela sera suffisant pour faire face à cette montée de violence dans les transports en commun. Pour certains partis politiques, il faut aussi renforcer la coopération entre la société des transports et les zones de la police bruxelloise, en renforçant les moyens en hommes, la brigade du métro par exemple et la police fédérale, et aussi en matériel, vidéosurveillance et encore boutons d'alerte sur chaque véhicule. Alors tout autre chose à présent, Tarek, la zone euro, on va en parler maintenant, la zone euro qui est toujours dans la tourmente avec des incertitudes autour de l'Espagne, on le sait, de la Grèce, et cela même si la monnaie a repris, la monnaie unique, l'euro a repris des couleurs face au billet vert. Oui, une semaine difficile pour les marchés européens et ce sont les mauvais chiffres de l'emploi aux États-Unis et la crise de la dette qui ont fait plonger les différentes places boursières. Aux États-Unis, les dernières statistiques ont alimenté les craintes de voir la première économie mondiale tomber en récession. Tout cela alors qu'en Europe, les investisseurs s'inquiètent par ailleurs aussi de la mise en œuvre du deuxième plan de sauvetage de la Grèce, destiné à éviter la faillite du pays. Une hypothèse catastrophique pour toute la zone euro, avec comme résultat des courses pour cette semaine, Francfort, Londres, Paris ou Bruxelles ont perdu plus de 2%. Et la crise de la dette américaine a fait grimper l'euro. La monnaie européenne a franchi la barre d'1,45 $. Pour certains spécialistes et analystes de la question, le dollar aurait peut-être perdu de sa qualité de valeur refuge dans les périodes d'incertitude. Enfin, allié à ce dossier, ce rappel à l'ordre de la Commission européenne, les 17 pays de la zone euro ont le devoir de jouer collectif face à la crise. Il s'agit pour Bruxelles de resserrer un petit peu les rangs après les déclarations de plusieurs dirigeants européens cette semaine critiquant la situation en Espagne et disant craindre aussi une contagion aux autres pays. Alors face à cela, pour tenter d'oublier la crise, les Belges ont une solution. Ils se ruent en ce moment sur les jeux de hasard. Et oui, aujourd'hui, on est quand même vendredi 13, faut pas l'oublier. Alors pour certains, c'est une date comme une autre. Et pour d'autres, ça porte chance ou ça porte malheur. À voir, Tarek Lahbi. Oui, tout à fait. Alors pour ce vendredi 13, il y a ceux qui vont toucher du bois, éviter de passer sous une échelle ou croiser un chat noir. Et puis il y a ceux qui vont aller tenter leur chance dans l'espoir de décrocher le gros lot en croisant les doigts. Les buralistes vont en effet passer une bonne journée puisqu'ils sont de plus en plus nombreux à aller essayer un jeu de hasard. D'ailleurs, la loterie belge a saisi cette occasion pour mettre en jeu une cagnotte de 3 millions d'euros pour un super loto. Et puis si personne ne coche les 6 bons numéros, ces 3 millions d'euros seront rejoués le prochain vendredi 13. Ce sera au mois de juillet 2012. En tous les cas,
superstitieux ou Panaïba, le seul grand gagnant, c'est l'État qui empoche chaque année des centaines de millions d'euros d'impôts prélevés justement sur les jeux d'argent. Ouais, effectivement, Thaler Lahabi en direct de Bruxelles. Merci beaucoup et puis on vous dit à très bientôt. On va passer à la presse et ce matin dans vos journaux, dans les journaux marocains notamment, on parle de ce que le ministre El Khalfi veut faire des télévisions publiques. On se demande aussi quand les prochaines élections communales notamment ou régionales auront lieu et puis on s'indigne des frais exorbitants des écoles type Mission Française dans notre pays. La revue de presse, elle est signée Tawfiq Nasri, c'est tout de suite.